Je suis donc très heureuse de recevoir Monsieur Alexandre Orlov. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, comme je disais, diplomate russe. Vous avez commencé à exercer votre fonction lors de la période soviétique, à une époque elle aussi très tendue du point de vue géopolitique, et surtout vous avez été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en France de 2008 jusqu'à 2017. Et c'est à ce titre que nous sommes très heureux d'avoir votre regard sur ce qui se déroule aujourd'hui sous nos yeux, tant en ce qui concerne les négociations de paix en ce moment, là, très tendues, entre les États-Unis, la Russie, l'Ukraine, que pour parler de l'Europe et le rôle, le positionnement de l'Europe qu'on peut qualifier de belliciste. Mais tout d'abord, je voudrais profiter d'avoir un homme de votre expérience en face de moi pour pouvoir vous poser cette question. Vous qui avez connu justement la fin de la guerre froide, la situation est-elle, selon vous, plus tendue qu'il y a 40 ou 50 ans ? Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui la situation est plus tendue, sans doute, puisque pendant la guerre froide, qui a duré quand même plusieurs années, les deux pays, l'Union soviétique et les États-Unis, ont élaboré tout un code des règles qu'ils ont observées pour ne pas aller jusqu'à la guerre chaude, jusqu'à la Troisième Guerre mondiale. Il y a eu tout un système de traités dans le domaine de désarmement stratégique, de la défense antimissile, etc. Et puis, il y a eu, il ne faut pas oublier, l'acte final d'Helsinki de 1975 qui a, disons, mis sur le papier ces règles qui étaient observées. Et moi, je dis que bien sûr, il y a eu des différences idéologiques entre l'Union soviétique et les pays occidentaux à l'époque, mais la situation était beaucoup plus meilleure qu'aujourd'hui et nous avons coopéré d'une façon très productive et mutuellement avantageuse. D'accord, ça c'est très intéressant. Vous parlez de coopération, vous avez dialogué aussi finalement, il y avait une forme Oui, de diplomatie plus importante qu'aujourd'hui. Il y avait vraiment un dialogue, et je dirais plus, il y a eu des bonnes relations, même des bonnes relations Il y a quand même personnelles. eu la crise de Cuba, on ne peut pas appeler ça bonne relation. Non, écoutez, oui, il y a eu une crise du Cuba, mais c'est seulement un épisode, si vous voulez. Mais moi, c'était 62 quand même. Mais moi, je suis dans la fonction diplomatique depuis 71. J'étais ici à Paris lors de la toute première visite de Léonid Brejnev en octobre 71. J'ai vu le climat, les relations, par exemple, entre Giscard d'Estaing et Brejnev, elle est tout à fait correcte, très bonne, presque cordiale. On savait dialoguer et surtout, ce qui était le plus important, on se respectait. Ce qui manque aujourd'hui. Il y a eu du respect. Bon, c'était la coexistence pacifique. On savait que nous avons des systèmes politiques différents. On acceptait cette différence et on vivait ensemble, on travaillait ensemble. Oui, disons qu'il y avait, vous avez une forme de compétition, mais qui n'était pas au niveau guerrier, mais bien relayée sur d'autres voies. Tout à fait, c'était une compétition idéologique. Idéologique, ou à l'armement, ou vers les étoiles. Chacun voulait, disons, exporter son modèle politique, social, idéologique. Et vous savez qu'à cette époque, je peux vous dire que l'Union soviétique a été, par exemple, très présente en Afrique. Il a fait énormément pour les filles africaines sur le plan de l'éducation, de la médecine, de développement économique de ces pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les pays africains se tournent toujours vers Moscou en pensant que c'est toujours l'Union soviétique. Hélas, il n'est plus. Oui, ça on pourra d'ailleurs parler de l'Afrique, mais aussi peut-être une des distinctions, vous l'avez dit, c'est on se parlait tel que nous étions finalement. Et c'était une voie diplomatique. On s'acceptait. Voilà. Et est-ce que ce n'est pas le rôle, justement, c'est intéressant de vous avoir, vous qui avez traversé de nombreuses années en tant que diplomate, comment la diplomatie, je ne parle pas de la diplomatie française qui, de toute façon, a été liquidée officiellement par Emmanuel Macron, mais comment avez-vous vu évoluer cette voie diplomatique progressivement ? Et je peux même aller jusqu'à interroger les méthodes de Donald Trump également, qui ne sont pas forcément des méthodes diplomatiques classiques. Il y a de la menace, il y a aussi du economy first. On place l'économie, après on parle de diplomatie, la tendance suivra, finalement la tendance diplomatique suivra. Comment vous voyez cette évolution, vous qui avez connu justement ces années ? C'est vrai, avec le regret, je dois constater que la diplomatie a beaucoup perdu sa place dans les affaires internationales.
puisque on est passé à des moyens beaucoup plus agressifs d'imposition par la force. Aujourd'hui, ce que je constate, et ce qui fait justement le problème dans nos relations avec l'Occident, c'est que c'est l'Occident aujourd'hui qui veut imposer son modèle aux autres pays, notamment à la Russie. Elle veut nous imposer ses valeurs, il y a eu toute une série de changements de régime. Ça a commencé par l'Afrique du Nord, puis le Moyen-Orient. On a voulu aller jusqu'à la Russie. Et je pense que toute cette campagne contre la Russie, elle est dirigée contre le président Poutine, puisque Poutine, c'est le seul homme qui tient tête à cette pression. Alors, tandis qu'à l'époque de la guerre froide, je dis encore une fois, on s'acceptait. Puis il y a aussi une chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est que aujourd'hui, nous allons commencer, on a déjà commencé, une négociation d'abord avec les États-Unis, mais aussi avec les Ukrainiens, les Européens, pour arriver à la paix. À la paix d'abord dans les relations avec l'Ukraine, et puis à la paix en Europe. Et là, négociation, c'est un processus très complexe et compliqué. Depuis plus de 30 ans, on n'a plus rien négocié. Et ni en France, ni aux États-Unis, ni en Russie, il n'y a plus de négociateurs. Ils sont tous partis à la retraite. C'est une génération. Les accords de Minsk, c'était une négociation. Oui, il y a eu mais c'est une négociation qui était menée par les chefs d'État. Oui. Ce n'est pas leur rôle quand même. Ce sont les diplomates qui doivent préparer les preuves. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que il ne faut pas avoir d'illusions. Une négociation prend toujours du temps. Il y a beaucoup de questions très précises, très concrètes, très techniques qu'il faut régler. Oui. Ça prend du temps. Il ne faut pas s'entendre comme Trump du jour au lendemain qu'on va tout régler en 24 heures. Ce n'est pas réaliste. Mais alors justement, est-ce que cette négociation ukrainienne, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, est bien partie? On a vu en effet les annonces de Donald Trump, on va dire très cavalières, de dire ce sera réglé dans les premières semaines de mon mandat. On voit les difficultés, on voit ses méthodes, c'est-à-dire de dire d'abord l'économie, ensuite le reste suivra, on s'accordera sur les points. Si Vladimir Poutine sait que l'économie est en place et que les Américains sont sur place, il ne viendra pas nous attaquer. Et puis on voit aujourd'hui un petit changement de tour tout de même de Donald Trump qui se dit furieux contre Vladimir Poutine à cause du piétinement des négociations. Ce sont des propos rapportés à la NBC. Alors, on a du mal à suivre, en effet, ce procédé diplomatique. Non, écoutez, il ne s'agit pas de procédés diplomatiques. Il n'y a rien de diplomatique chez Donald Trump. C'est justement le contraire. C'est quelqu'un qui, malheureusement, n'a pas beaucoup de patience. Bon, vous avez dit que dans ses déclarations, il était critique vis-à-vis de Poutine. Je regardais ce matin, il est revenu sur ses paroles déjà. Il a dit non, tout va bien. Il change, il parle trop. Il parle un peu trop quand même. Mais une chose est sûre, que la négociation est bien partie. Il y a eu déjà 2 sessions de négociation. Ce sont des négociations, disons, qui se passent par des sujets, par des séquences. Il y a eu la première séquence qui a été consacrée à l'infrastructure énergétique, c'était le 18 mars en Arabie Saoudite, puis une autre session sur la navigation en mer Noire. On a commencé le processus, mais ce que je constate, que malheureusement, et Poutine a encore une fois eu raison, quand dans la conversation avec Donald Trump, quand Donald Trump a proposé une trêve à Poutine, il a dit tout de suite « Oui, j'accepte cette trêve, c'est une très bonne idée, mais la question clé, c'est la vérification. Si l'autre partie va observer cette trêve. » Et ce que nous constatons malheureusement avec l'infrastructure énergétique, malgré cet accord qui est intervenu grâce aux Américains, les Ukrainiens continuent chaque jour à bombarder les installations énergétiques russes. Bon, cet accord a été... Il y a eu aussi après des tirs de l'autre côté. Non, pas du tout. On n'a jamais, depuis 18 mars, on n'a jamais tiré sur les installations énergétiques, puisque ça concerne que ça. Oui. Et alors, cet accord a été, disons, conclu pour 30 jours, du 18 mars jusqu'au 18 avril, reconductible. Mais si les Ukrainiens n'observent pas cet accord, les Russes ne vont pas prolonger cet accord. Maintenant,
Alors, pour la navigation dans la mer Noire, c'est très, très, très important. Très, très important pour l'exportation. L'exportation des produits agricoles, du blé, mais aussi du minerai. Et alors, la Russie a dit aussi, oui, nous sommes d'accord pour assurer la sécurité de navigation en mer Noire pour les bateaux qui transportent le blé ou toute autre chose, sauf les armes. Mais nous voulons, en contrepartie aussi, que la Russie puisse aussi exporter le blé et les engrais. Mais pour cela, nous avons besoin de quelques arrangements techniques. Et ces arrangements techniques concernent quoi? D'abord, pour assurer le marchandise sur les bateaux, il faut avoir l'accès à des compagnies d'assurance qui ne veulent plus assurer les marchandises russes. Après, nous avons dit qu'il faut que la banque russe Rossельхозbank, qui justement travaille dans l'exportation de ces produits, puisse avoir de l'argent. Et pour ça, il faut lever les sanctions sur cette banque et qu'il puisse utiliser le système SWIFT pour les transferts d'argent. D'accord. Ce sont des choses complètement normales, mais malheureusement, on n'a pas encore eu la réponse ni des Américains, ni des Ukrainiens, ni des Européens. Voilà. Alors, on est là. J'ai tout de même une question par rapport à ces négociations de paix. Si je résume ce que vous venez d'expliquer, il y a une négociation en cours concernant les infrastructures énergétiques, une autre concernant la navigation en mer Noire, notamment de l'exploitation des produits agricoles. Donc, on est là sur des questions économiques, finalement. Et ce qui non, mais juste un petit peu plus loin. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on a entendu Vladimir Poutine répondre à une interview très intéressante au micro de Tucker Carlson pendant à peu près plus de 50 minutes, refaire l'histoire du conflit en Ukraine et d'expliquer que cette guerre était liée à un conflit finalement historique et même de civilisation. Et ici, finalement, Vladimir Poutine accepte de n'approcher cette négociation de paix qu'autour de considérations économiques. Et en fait, on se demande si Vladimir Poutine lui-même n'abandonne pas les considérations historiques qu'il revendiquait à l'origine de cette guerre. Non. Je vais juste un tout petit peu plus loin. Et finalement, est-ce que ce principe de se dire on règle les problèmes économiques et après on réglera le reste marche vraiment? Je donne pour exemple, en Europe, on avait dit l'Europe c'est la paix, l'Union, le CK, le CE, c'est la paix, l'accord sur le charbon et sur l'acier, c'est la paix. Et on voit bien qu'en Europe, aujourd'hui, ce n'est plus la paix. Donc, on va dire que ces accords économiques n'ont pas assuré une paix. Est-ce qu'ici, on ne repart pas sur les mêmes erreurs? Non, là, vous avez dit toucher beaucoup de choses. Mais je peux vous dire, il y a deux choses. D'abord, on a commencé la négociation par les choses les plus simples. On pensait que quand même... s'entendre sur l'arrêt des frappes sur les infrastructures énergétiques, c'est pas trop compliqué. Mais déjà, si on observe cet accord, ça prouve qu'il y a la bonne volonté de part et d'autre et qu'on peut aller plus loin. Mais je crois que vous avez touché une autre question qui est très très importante quand vous avez parlé de cette longue interview de Poutine aux journalistes américains, c'est la nature du conflit. Ça, c'est très important, puisque certains hommes politiques, y compris en France, disent que si l'Ukraine perd, la Russie ne va pas s'arrêter là, elle va aller plus loin jusqu'au Paris, ce qui ne tient pas debout du tout. Parce que la nature du conflit, elle est vraie, liée, non pas à une conquête territoriale. La Russie n'a pas besoin de territoire. Mais elle est liée au fait qu'il y a 30 ans, la désagrégation de l'Union soviétique a été mal gérée. Pourquoi? Puisque l'Ukraine, si on prend l'histoire de cet État, n'a jamais été un État-nation. C'est un État très hétéroclite qui était fabriqué artificiellement. Alors, Lénine, dans les années 20, a donné le Donbass à l'Ukraine pour qu'en Ukraine, il n'y a pas que des agriculteurs, mais aussi des travailleurs. Et Donbass, c'était la région la plus industrialisée de l'Ukraine. Puis Khrushchev, en 1954, a donné la Crimée. C'est complètement hétéroclite. Alors, c'est pour ça qu'au moment
quand l'Ukraine a proclamé son indépendance en 1991, il fallait corriger des frontières, tout simplement, rendre à la Russie ce qui lui appartient. Ça n'a pas été fait, c'est l'erreur de Yeltsin de l'époque qui a pensé à d'autres choses, et malheureusement, à Poutine, maintenant, de corriger ses erreurs. Poutine a voulu faire ça par les moyens diplomatiques. Il a dit, très bien. Alors, il y a eu, vous savez qu'au même moment, quand il y a eu le référendum en Crimée en 2014, il y avait le référendum au Donbass, avec absolument le même résultat. Mais Poutine a dit aux gens de Donbass, je vous ai écouté, je vous ai entendu, mais vous devez régler vos questions au sein de l'Ukraine. On a signé les accords de Minsk, qui prévoyaient une certaine autonomie culturelle et économique pour cette région habitée par les Russes. 8 ans ont passé, rien n'a été accompli. Pire encore, les Ukrainiens continuaient à bombarder ces gens en disant que ce sont des séparatistes. Ils menaient la guerre contre leur propre population et Poutine a dû intervenir pour arrêter ça. C'est ça la nature du conflit. C'est pour ça que la Russie n'a aucun intérêt à aller plus loin, comme on dit ici. Elle n'a pas besoin de conquérir l'Europe. Ça ne tient pas debout, ça n'a pas de sens. Et il faut dire que les Russes sont des gens très rationnels. Finalement, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que Vladimir Poutine n'a ici finalement que suivi Clausewitz qui dit que l'usage de la guerre n'est que la simple continuation de la politique par d'autres moyens. La politique n'ayant pas pu être mise en place par la voie diplomatique ou par la voie électorale, il est allé par la force. On peut le dire, je pense qu'on peut le dire, oui. Mais dans ce cas-là, pourquoi, à quel moment, et c'est presque une question philosophique, à quel moment cet usage de la force est-il légitime et peut-il être légitimé par les autres États ? Écoutez, moi je pense que l'usage de la force, il est légitime pour venir à l'aide de sa population. Vous savez qu'au moment de la dislocation de l'Union soviétique, du jour au lendemain, 25 millions de Russes se sont retrouvés à l'étranger. Et là, il fallait quand même penser à leurs droits, qu'ils ne soient pas lésés. Dans la plupart des républiques, ça s'est très très bien passé. Malheureusement, en Ukraine aussi, jusqu'à certains points. Mais puis après, il y a eu en 2014 ce coup d'État de Maïdan. Et parmi les premières décisions de nouveau pouvoir à Kiev était l'interdiction à des Russes de parler leur langue maternelle. Vous pouvez, imaginez-vous, ce qui se passerait en France si une telle décision aurait été prise ici. Pas la même chose. Mais dans ce cas-là, je vais vous dire que c'est la même chose dans d'autres pays baltes, en Estonie, en Lettonie. Et dans ce cas-là, pourquoi la Russie n'irait pas sauver sa population en Estonie ? Écoutez, nous critiquons ces pays, nous pensons qu'ils font des erreurs, mais on ne voit pas, il n'y a pas, si vous voulez, de menace physique contre ces gens-là. Puisque si on reprend ce qui s'est passé en Ukraine, alors après cette interdiction de parler la langue russe, il y a eu une révolte dans les parties où les Russes habitaient, c'était surtout en Crimée et au Donbass. Il y a eu des référendums, etc. Et alors, les gens qui sont pris le pouvoir à Kiev ont dit, maintenant, à Donbass, ce sont des séparatistes qui veulent se séparer de la Russie. Ils ont fait un référendum avec le résultat qu'ils voulaient bien rejoindre la Russie. Ils ont commencé à attaquer physiquement ces gens. Et bombarder, c'est ça. Dans les pays baltes, il n'y a pas. Il n'y a pas d'agression physique des Russes. Mais nous sommes critiques, par exemple, dans les organisations internationales, partout, nous critiquons les Baltes pour, disons, la violation des droits des Russes dans leur République. Alors, je voudrais reprendre cette comparaison que nous avions amorcée au tout début de notre conversation concernant la guerre froide. Une des grandes distinctions par rapport à la guerre froide, c'est qu'il n'y a plus de bloc l'URSS face aux États-Unis, les États-Unis qui menaient le monde occidental, puisque désormais, les États-Unis tentent en tout cas de jouer cette diplomatie et disons que votre opposant aujourd'hui se tient plus au sein de l'Europe, de l'Union européenne, que chez les Américains. Il y a une forme de nouvel axe, en fait, on va dire, d'opposition. Non, mais je pense que si on revient à la guerre froide, je crois que
à un certain moment, les pays occidentaux ont raté le rendez-vous de l'histoire, puisque quand le mur de Berlin est tombé, quand Gorbatchev a proposé à Strasbourg de construire une maison commune européenne, d'ailleurs, François Mitterrand a réagi positivement à l'époque, mais ce sont les Américains qui disent stop, on arrête là, puisque les Américains, l'Amérique, il faut aussi distinguer, il y a eu des démocrates, des néoconservateurs qui étaient farouchement contre la Russie, ils voulaient vraiment détruire la Russie. Et puis maintenant, nous avons les républicains, c'est tout à fait autre chose, c'est pas tout à fait la même chose. Et alors, je crois que Donald Trump, il est motivé non pas par des considérations idéologiques, mais par des considérations pragmatiques. C'est un homme économique avant tout, pragmatique. C'est un homme de bon sens. Et là, c'est une opportunité pour revenir à une coexistence pacifique qui a existé il y a 50 ans, sur les mêmes bases. Il faut s'accepter mutuellement, il faut se respecter et travailler ensemble, puisque de toute façon, la Russie sera toujours le voisin de l'Europe. Et c'est absolument clair qu'avec le voisin, il est plus intéressant de vivre en paix que faire la guerre. Et là, je pense que l'Europe, malheureusement, se trompe énormément. Au lieu de lancer une nouvelle course aux armements qui va détruire l'Europe, il faut régler ce problème par la voie diplomatique. Construire ensemble avec la Russie et les États-Unis une nouvelle architecture de la sécurité en Europe. Helsinki 2, en quelque sorte. Le processus d'Helsinki 2, qui a été initié à l'époque par l'Union soviétique et la France, et c'est là que l'Europe peut jouer son rôle. Oui. On va reparler du rôle de l'Europe et du rôle de la France qui pourrait jouer. On va finir là-dessus si vous voulez bien. Mais juste, je voudrais revenir un tout petit peu sur les néoconservateurs qui ne sont donc plus au pouvoir aux États-Unis. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, on sent plus cette influence néoconservatrice au sein de l'Europe de Bruxelles ? Sûrement. Ce sont les mêmes néoconservateurs, mais qui sont plus au pouvoir aux États-Unis, mais ils sont toujours au pouvoir à Bruxelles. Et dans certains pays européens, mais à Bruxelles surtout. Vous savez, je pense que le problème de l'Europe, c'est un problème très très sérieux, puisque pourquoi aujourd'hui l'Europe n'a plus ni poids ni voix dans les affaires internationales et ne décide de plus rien? Parce qu'aujourd'hui, tout pouvoir en Europe est concentré entre les mains d'une poignée de bureaucrates, des technocrates de Bruxelles, à la Commission. Et alors ces gens-là, au sein de l'Union européenne, ils ont un certain pouvoir, mais pas au-delà des frontières de l'Union européenne. C'est pour ça que toutes les décisions que prennent la Commission et l'Union européenne dans le domaine international ne vaut rien. Les autres pays disent bon, ça ne nous concerne pas. C'est une tragédie pour l'Europe. Ils peuvent avoir un pouvoir de nuisance. On peut considérer ce qui se passe en Roumanie, on peut considérer ce qui se passe dans les autres pays, les révolutions colorées. Non, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est le pouvoir de nuisance, malheureusement. Et moi, je pense que si l'Europe veut revenir à sa place qui lui revient dans les affaires du monde, elle va revenir à l'Europe des nations. C'est-à-dire cette formule de général de Gaulle, où les pays européens vont retrouver de nouveau une partie de leur souveraineté qu'ils ont déléguée à Bruxelles. Sinon, l'Europe, c'est fini. Alors, quel est, justement, on va maintenant s'intéresser un petit peu à la France. On sait que Emmanuel Macron a annoncé encore 2 milliards d'investissement, de soutien militaire à l'Ukraine. Comment vous réagissez à ces dernières annonces d'Emmanuel Macron ? On peut aussi interroger, on a eu beaucoup de prises de parole sur les menaces russes, menaces existentielles. Comment vous interprétez tout cela aujourd'hui ? Non, écoutez, moi, on ne peut que regretter tout ça, puisque d'abord, on voit que l'Europe, et le président Macron en particulier, alimente la guerre. Tandis que la Russie et les États-Unis parlent de la paix, l'Europe veut continuer la guerre. Pourquoi faire ? Parce que c'est clair qu'elle n'arrivera pas. L'Ukraine va perdre encore plus de jeunes Ukrainiens, les Russes aussi, mais l'Europe aussi, elle va perdre énormément. Elle ne gagnera rien. C'est une politique, à mon avis, tout à fait absurde. Et qui gagne, en fait, dans cette histoire, à votre avis ? C'est sûrement pas l'Europe.
Sûrement pas l'Europe. L'Europe, elle perd, mais qui gagne, personne ne gagne. C'est perdant-perdant. Oui. Oui, écoutez, merci beaucoup en tout cas, monsieur l'ambassadeur, pour cette